Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçon de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien. Aujourd'hui, j'accueille Axel. Hello. Salut Axel. Salut. Ça va ? Merci de me recevoir. Ah mec, trop content. On a fait ça un peu last minute semaine dernière, donc la particularité de cet épisode, c'est que je ne connais pas totalement ton histoire et je vais tenter de la découvrir en même temps que ceux qui nous écoutent. Excellent. J'ai une petite guideline, mais... C'est ça. Tu vas être, je pense, surpris de pas mal de choses. Je pense. J'ai hâte qu'on en parle. Avant de commencer, Axel, est-ce que tu peux rapidement te présenter en quelques mots pour ceux qui nous écoutent ? Oui, alors moi, Axel Alaitru, souvent je me décris un peu comme l'homme aux plusieurs vies parce que malgré mon jeune âge, j'ai 31 ans, fraîchement 31 ans, j'ai eu plusieurs vies. Une première dans le BMX où j'ai été plusieurs fois champion d'Europe et champion du monde. Une autre après dans le motocross où j'ai troqué mon vélo pour une moto. Et je suis devenu champion du monde junior, j'ai intégré une équipe professionnelle et malheureusement j'ai eu un accident le 27 juin 2010 où j'ai perdu l'usage de mes jambes sur une chute. Donc bien évidemment ma vie a basculé, ma vie a pris un énorme tournant en une fraction de seconde et donc je passe de pilote professionnel à personne, si je peux dire handicapée en chaise roulante. Donc voilà, ça a été un énorme tourment et après je me suis relancé dans d'autres sports, notamment la natation handisport où j'ai performé une nouvelle fois. J'ai décidé que malgré le handicap, je voulais prouver que je pouvais devenir une nouvelle fois un champion. Et donc j'ai décroché 12 titres de champion de France, vainqueur des European Master Games, 3 records de France. Donc ça a été un rebond à la fois sportif, social, un énorme rebond dans cette nouvelle vie, dans cette seconde vie, comme je l'appelle. Donc voilà, ça a été plusieurs vies et encore maintenant une nouvelle où j'ai décidé de revenir dans les sports mécaniques, revenir à mes premiers amours qui est de faire le Dakar avec les valides. Donc comme je le dis, ma ligne rouge, mon objectif de vie, c'est de revenir le plus valide possible. Et là, je me suis dit, pourquoi pas aller me challenger face à des copains avec qui je roulais avant. Et donc, en 2020, j'ai lancé un projet qui s'appelle #JePeux2020, où je voulais démontrer que derrière l'impossible se cache impossible, démontrer que, qu'on soit étudiant, entrepreneur, manager, mère au foyer, personne handicapée, on est tous confrontés à un échec, peut-être, une fois dans notre vie, mais on est tous capables de trouver le chemin pour rebondir. Donc, ça a été un énorme challenge qui s'est concrétisé avec la victoire en SSV devant les valides en tant que pilote. Donc, je deviens officiellement la première personne au monde handicapée à avoir gagné le Dakar devant les valides. Monstrueux. Pouh, sacré intro là. Voilà. Ceux qui viennent d'arriver là, vous allez rester parce que c'est intro de malade là. Écoute, l'homme aux plusieurs vies, monstrueux. On va un petit peu plus creuser tout ça du coup dans la suite. Et juste avant de passer à la petite interview, du coup t'en parlais un peu, tu parlais d'échec, de rebond. Toi, c'est quoi aujourd'hui ta définition de l'échec, enfin ta vision en tout cas de l'échec? L'échec, je dirais que je l'associe maintenant à la résilience, un mot qui résonne beaucoup en moi parce que les échecs nous font apprendre beaucoup sur nous-mêmes, sur la vie, et on se construit aussi avec les échecs. Et tout ça accompagné de la résilience. Pourquoi la résilience ? Parce que un échec, il faut savoir l'accepter, le digérer pour rebondir derrière. Et la résilience, ce mot qui résonne beaucoup en moi et peut-être pour d'autres personnes, m'a permis d'accepter pour me délivrer entre guillemets du passé empoisonnant lourd pour en sortir encore plus grandi. Très belle définition. Un phénix quoi. Le mec renaître ses cendres. C'est un peu ça. Totalement. Trop stylé.
Et bah écoute, tu nous as bien teasé aussi un peu toute ta vie juste avant, Axel. Si on revenait un peu sur cet accident, donc c'était il y a 11 ans, tu disais tout à l'heure, c'était en 2010, où donc du coup tu as fait beaucoup de sport avant, t'étais déjà une machine, parce que du coup tu gagnais des titres et t'étais très très fort. Et dans les sports méca, il y a un jour, tu disais 27 juin, tu disais ? Le 27 juin 2010, oui. 27 juin, grosse chute, et là, c'est le drame, quoi. Donc peut-être que je te laisse un peu. Là, c'est le drame sur le coup. Bien sûr. Maintenant, je sais pas si je pourrais le décrire en drame ou pas, mais en tout cas, parce que parfois, voilà, je dis un échec, un accident de la vie. Ne serait-ce pas la chance de notre vie, parfois? C'est ta phrase d'intro sur LinkedIn que j'avais adoré quand j'ai vu. Fabuleux. Donc, mais à l'époque, oui, je pense que ça a été quelque chose de très traumatisant. Et pour décrire un petit peu pour les auditeurs, c'est vrai que moi, j'étais un pilote pro avec une longue carrière prévue devant moi, des contrats signés, l'un des meilleurs pilotes français. Et là, lors de cette chute, quand je tombe, on se dit « Waouh, c'est mon tour ». Parce qu'on est conscient que c'est un sport extrême, qu'on peut tous avoir des accidents, mais on ne se rend pas compte tant que ça ne nous arrive pas à nous-mêmes. Et là, quand je tombe, je dis « Ah ouais, ça n'arrive pas qu'aux autres ». Et là, il y a énormément de choses qui reviennent dans ma tête, notamment tu vois, toutes ces jeunesses sacrifiées par rapport à mon sport, tout ce que j'ai enduré, les entraînements. Et là, tu dis « Merde, quoi, tout ça pour ça ». Parce que t'as 20 piges à l'époque où ça arrive, du coup. T'as que 20 ans. Putain. J'ai 20 ans, mais 20 ans, dans ma tête, j'en avais peut-être un peu plus, parce que peut-être par rapport à quelqu'un de 20 ans, j'avais déjà fait le tour du monde, j'étais déjà professionnel, j'avais des responsabilités, j'avais arrêté l'école à 15 ans. Donc effectivement, j'avais peut-être 20 ans, mais tu te construis durant toute ta jeunesse, tu fais énormément de sacrifices, et là tu dis là tout s'arrête du jour au lendemain en une fraction de seconde, sur même pas une erreur, même cette chute, on ne sait pas comment la décrire, mais je suis tombé, on ne sait pas pourquoi. Et donc là tu dis ta vie, tu dois devoir tout recommencer de zéro, et encore plus que zéro, parce que tu repars avec tes jambes en moins. Ouais. Donc tu as 20 ans, tu repars avec tes jambes en moins, et tu dois tout reconstruire dans cette nouvelle vie. Tu repars avec un handicap au sens propre et figuré, du coup, sur le coup. Donc très très dur. Très dur. Ouais, comme tu dis, on en avait déjà parlé avec Sarah, du coup, dans le dernier épisode de la saison 2, qui était du coup elle aussi championne olympique escrime. D'accord. Et on parlait beaucoup de ce que tu dis des sacrifices quand t'es jeune, d'avoir une maturité exemplaire, en fait. Parce que t'as des responsabilités. Tu sors pas, tu bois pas, en tous les cas, moi j'aime pas boire, mais tu vois, tu pars loin de ta famille, tu te sépares de tes amis d'enfance, non pas parce que tu le veux, mais parce que t'es obligé. Tu fais beaucoup de... Après, je dis pas, tu fais beaucoup de choses à côté, très très enrichissantes. Mais quand tu dis waouh, tout ce que tu as mené comme souffrance, parce que l'entraînement c'est la souffrance, c'est pas. Les gens se disent c'est très bien, tu fais ce qui t'anime, c'est ta passion, c'est ton sport, mais parfois quand tu vas t'entraîner, que t'en peux plus, qu'il fait moins 2, moins 3, tu roules dehors, il neige, que le soir t'es trempé, t'as envie de rien, t'as juste envie de dormir, et le lendemain tu repars pour la même journée. Au bout d'un moment, même si c'est ta passion, t'arrives à un moment de dégoût. Donc tu dis oui, je fais ça pour l'avenir. Et là, quand cet avenir ne peut pas arriver à cause d'une chute comme j'ai pu avoir, c'est très 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 dur à encaisser. Cette chute, tu dis que du coup elle est arrivée un peu de manière inexplicable, et du coup t'as parlé aussi un peu de la sensation. Tu disais en gros merde, le genre de truc, même quand on tombe nous en scout tous les jours, tu dis putain ça arrive pas qu'aux autres, en fait c'est à moi. Et c'est quoi la sensation du coup? En fait t'étais au sol, t'as pas pu te relever, c'est ça? Les gens sont venus tout de suite j'ai senti que je perdais l'usage de mes jambes, donc j'ai compris tout de suite que c'était très grave, et donc de là tout de suite dans ta tête tu comprends que ça va être compliqué. Tu te fais ça peut paraître bête, mais tout de suite, tu sais, je me suis déjà blessé au poignet, au genou, plein de petites blessures, mais qui se remettent. Et là, cette blessure, tu sais que probablement elle se remettra jamais. Et donc là, tu penses tout de suite à waouh, ma copine, est-ce qu'elle va encore m'accepter en fauteuil roulant? Tu sais pas au début le fauteuil roulant comment tu vas faire dans cette nouvelle vie, tu sais pas. Tu penses que même si si tu es en fauteuil, ta vie est terminée. Après, j'ai découvert que non. Mais au début, tu penses ça. Donc, c'est tragique. Et de là, on m'évacue de la piste. En plus, je suis tombé en Lettonie.
Donc la Lettonie, bon voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait partie de l'Europe aujourd'hui, mais même si ça fait partie de l'Europe, les moyens médicaux sont pas du tout les mêmes que chez nous, c'est compliqué. Un transfert très difficile. Les médecins, je suis loin de ma famille, je suis très loin de la France. Les médecins ne parlent pas anglais, donc tu ne peux pas vraiment savoir ce qui t'arrive aussi sur le moment, même si j'en suis conscient. Mais la première question que tu poses, c'est est-ce que je vais remarcher ? Et eux ne sont pas capables de te répondre. Et quand tu rentres en France, finalement, tu te rends compte que personne n'est capable de te répondre. Donc, tu dois te faire ton propre jugement, ta propre idée. Tu dois mettre de côté tout ce que tu avais en tête sur l'avenir, sur tes projets. Donc ouais, non, je dirais que sur cet accident, sur cette période de ma vie, ça a été quelque chose de très, 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 très difficile à surmonter mentalement. Et ça a duré combien de temps ? Enfin, t'as pris combien de temps à être rapatrié du coup en France ? Ça a été rapide, ça ? 3 jours. Ok, ça va. Ouais. Ça va, mais ça a été Ouais, 3 jours, c'est l'horreur. ça, ouais, j'allais dire, ça va encore, mais... Tu peux pas imaginer 3 jours, c'est 3 que mois. j'ai pu vivre en Lettonie. Alors je dis pas, peut-être qu'il y en a qui ont vécu même pire dans d'autres pays, hein, il y a toujours pire. Mais en tout cas, quand je suis tombé, voilà, déjà il devait y avoir un hélicoptère, il n'y a pas eu d'hélicoptère, donc j'ai été transféré sur des routes, si je peux dire routes en Lettonie, des chemins, des dodanes, des nids de poules, rien à voir avec les routes de chez nous. Quand tu arrives à l'hôpital en Lettonie, on me transfère dans une chambre où il y a aux soins intensifs, si je peux dire soins intensifs. On est 3 dans une chambre, alors que normalement je dois être seul, le chirurgien qui vient me voir en jean basket. Enfin, des conditions apocalyptiques. Les comment on appelle ça, les infirmières qui travaillent sur un roulement de 24 heures, elles ne parlent pas anglais, mes parents ne peuvent pas venir me voir. Donc 3 jours, ça a été pour moi, même j'ai eu l'impression que ça a fait 15 jours, quoi. Et t'avais ton staff technique, enfin je veux dire... Pas vraiment, ils pouvaient pas venir, j'étais aux soins intensifs, donc c'est interdit. Ah ouais. Donc, 3 jours solo quoi. Solo, donc très très dur. Donc quand tu rentres en France, franchement, pour moi ça a été déjà une énorme bouffée d'air, quoi. Quand je suis rentré en France, enfin, ça a été limite, je dis pas que je m'en foutais d'avoir perdu l'usage de mes jambes, mais quand je suis rentré à CHR de Lille, j'ai fait ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien de voir ses parents, sa famille. Ça fait du bien de parler avec des gens qui parlent français ou anglais. Enfin, voilà, d'être dans des conditions à peu près correctes. Enfin, ça a été un énorme step, un premier step en tout cas. Et c'est quoi du coup ? Donc là, t'as vécu 3 jours hyper compliqués. Tu rentres, bon, ça va un peu mieux, tu vois ta famille. À un moment donné, tu te dis bon, faut que je me remette en selle. Enfin, si je puis dire, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais faut que tu repartes. Et c'est quoi du coup l'élément déclencheur qui te dit bon bah putain, en fait, j'ai pas le choix. J'ai plus l'usage de mes jambes. Bah ma vie, elle s'arrête pas. J'avance. Les médecins me disent que ils ne savent pas si je remarcherai un jour ou non. Après, on me transfère au centre de rééducation. Là, j'ai un espoir d'avoir une réponse du médecin en chef du service parce que je me dis qu'il a vu peut-être des paraplégiques depuis des dizaines d'années. Et lui, par rapport au chirurgien, pourra me donner vraiment des réponses concrètes. Et finalement, la réponse est la même. On me dit que ma colonne vertébrale est très, très endommagée, que je ne remarcherai probablement jamais. Et là, je me dis, OK, Axel, tu as 2 choix. Le premier, qui est de te dire, tu acceptes, tu passes tout de suite à autre chose et tu fais le deuil et tu rebondis dans cette nouvelle vie avec ce fauteuil. Ou l'autre choix qui est de croire que c'est possible, te mettre 2 ans devant toi où tu vas faire le maximum pendant ces 2 jours de ta vie pour essayer de récupérer au maximum et après tu feras le bilan. Et je pense que moi j'ai fait le bon choix, je me suis projeté dans ce second choix où je me suis dit de toute façon c'est maintenant ou jamais. Et dans ma vie, je suis quelqu'un qui ne veut pas avoir de regrets dans cette vie. Et donc, le fait de me dire, au moins, tout de suite après mon accident, j'ai pris 2 ans de ma vie pour faire le maximum, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans, je me dis, j'aurais fait le maximum et j'ai pas de regrets dans cette vie. Donc, je me suis dit, OK, on y va. Et là, je suis parti à fond pour 2 ans de rééducation, où j'ai commencé à avoir les prémices de quelques petites sensations dans la jambe de gauche, puis dans la jambe de droite, qui m'ont donné un premier espoir. Et ensuite, un deuxième espoir où finalement, je me suis mis debout dans l'eau, entre les barres parallèles. Alors, pour les valides peut-être qui nous écoutent, ça peut paraître bidon, simple. Mais me mettre debout entre les barres parallèles dans l'eau, ça a été, pour moi, une résurrection. Ça a été
quelque chose, un souffle d'espoir pour la suite, et ça m'a donné l'envie de croire en ce rêve qui était potentiellement de me remettre debout un jour, quoi. Et c'est ça qui t'a donné envie, du coup, après, parce que tu as dit que tu as battu des records donc en handisport, en natation. Est-ce que c'est cette sensation, du coup, de liberté et d'être debout dans l'eau qui t'a donné envie de faire ça ? Dans ce que tu dis, oui et non. Une sensation de liberté, oui. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'après, par la suite, j'ai compris que dans l'eau, c'est là où je pouvais redevenir le plus valide possible. Il n'y avait pas de béquille ou d'attelle ou de fauteuil roulant. Donc ça m'a donné par la suite envie de faire la natation, effectivement. Mais voilà, entre le handisport et la sortie du centre de rééducation, il y a eu énormément d'étapes, et notamment l'étape d'après, où j'ai dû développer des attelles avec un orthoprothésiste pour finalement pallier à mes muscles qui ne fonctionnent plus, parce que je me rends compte au bout de 1 an et demi que finalement ça va être compliqué de récupérer, je ne récupère plus. J'ai juste, c'est déjà bien, mais juste récupérer les quadriceps, et avec ça, bah voilà, on espérait plus, et là je me rends compte que je stagne, et au lieu d'attendre le changement, on décide de créer le changement en créant des attelles qui me maintiennent les chevilles à 90 degrés, donc pour me pallier à mes muscles qui sont paralysés. Donc on appelle ça un roller, et donc je décide de co-construire ça avec un orthoprothésiste, et du coup avec ces attelles j'ai réussi à me mettre debout entre les barres parallèles, mais cette fois sur la terre ferme. Donc ça a été une nouvelle étape dans la rééducation. Et puis j'ai fait un petit pas, puis un deuxième, puis un aller, puis un retour. Puis au bout de 2 ans, finalement, j'ai sorti du centre de rééducation en marchant. Donc ça a été la plus belle victoire sur ma vie. J'ai défié les diagnostics pessimistes des médecins. Une victoire qui va bien au-delà du sport, une victoire voilà, pour toute ma vie, qui m'a appris énormément de choses. Et quand je sors du centre de rééducation en marchant, waouh, enfin, je peux pas décrire l'émotion là comme ça. C'est personnel en plus, mais c'est quelque chose. Tu sais, quand tu arrives 2 ans auparavant dans un lit d'hôpital et que tu dans le coin de ta tête, tu dis tout le monde me dit que c'est pas possible, mais je peux remarcher et sortir peut-être un jour en marchant, peu importe la manière. Et quand tu le fais vraiment, tu te dis waouh, quel parcours, quoi. Tu vois, quand t'es dedans en rééducation, tu te rends pas compte parce que t'es dans un rythme effréné. Mais quand tu sors, c'est là où tu regardes vraiment dans le rétroviseur et tu te dis de là où je viens et où je suis arrivé. Et ça a été exceptionnel, ouais. Et cette force mentale, t'allais la chercher où ? Parce que ça demande une force de mutant, encore une fois, genre tous les jours, même si t'avais ton objectif qui était bien évidemment de remarcher au fond de toi. Au plus profond de toi, ouais. T'as pas le choix, donc. Tu te mettais des objets, genre, je sais pas, un peu mesurables, en te disant, ok, je sais pas, cette fin de semaine, il faut que j'arrive à faire ça, ou comment ça se passait du coup ? Je mettais des steps, ouais, effectivement, par semaine, où j'essayais de travailler certains muscles, et je me mettais, je sais pas, l'objectif de pouvoir, admettons, tendre ma jambe d'ici la fin de semaine, et je travaillais tout le temps. C'est pas juste, tiens, je veux remarcher, non, c'est toute une technique. En fait, c'est un mur où chacun amène sa pierre à l'édifice dans ce projet, que ce soit la kiné, que ce soit mes parents, mon entourage, que ce soit moi-même. Et tout ça fait que ensemble, on a réussi à y arriver, tu vois. C'est pas seulement moi, c'est tout le monde qui a contribué. Et c'est accompagné de la visualisation aussi, c'est l'orthoprothésiste, c'est ma kiné. Et à la fin, finalement, c'est une victoire qui est commune. Ouais, la force de l'entourage, encore une fois. Voilà, on en parle à chaque fois, c'est primordial. C'est ça. D'être bien J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagné et qui m'ont soutenu aussi. Mais encore une fois, je dis, mes parents n'ont pas tout fait. C'était moi le seul maître à bord dans ce bateau. Et même s'ils étaient là pour me soutenir, si je voulais pas ou si j'y arrivais pas, ils pouvaient rien faire, quoi. Ouais, donc je reste quand même l'acteur principal. Ouais, parce que les gens parfois disent oui, tu as la chance d'avoir des parents qui t'ont soutenu. Certes, c'est vrai, mais c'est pas tout, quoi. Ouais, c'est pas eux qui tendaient la jambe pour essayer d'y arriver tous les jours, clairement. Exactement. Ouais, ça demande une force mentale. Et je pense que, c'est un avis là que j'ai comme ça, parce qu'on en avait parlé aussi avec Damien dans la première saison, l'épisode 3, qui lui aussi d'ailleurs faisait beaucoup de BMX. Je sais pas si tu connais Damien Noël. Parle de nom. Il a quel âge ? Ton âge aussi. Mon âge ? 33, je crois. Damien, si tu nous écoutes, grosse bise. Non, parce que moi j'ai arrêté le BMX à 10 ans. Donc ah oui, ok, d'accord. Ah oui, donc non, lui, il a continué plus tard. Mais c'était pour dire que, en tant que sportif, tu disais que tu as fait beaucoup de sacrifices, justement, toute ta vie, jusqu'à tes 20 ans, et le jour où ça t'arrive, je pense que tu as
t'as une force mentale au-dessus de la moyenne pour justement affronter ce je suis type pas d'accord. Tu penses pas? Ok. Parce que j'ai vu des personnes en rééducation qui n'avaient jamais été sportifs de haut niveau et qui ont réussi des choses extraordinaires. Ouais. Donc je pense que c'est surtout quand tu es confronté à un mur, quand tu n'as pas le choix, tu vas rechercher des choses en toi que tu n'as jamais été chercher. Et comme un peu, je prends l'image du fumeur qui, lui, n'arrive jamais à arrêter de fumer. On lui dit qu'il y a un cancer, du jour au lendemain, il arrive à trouver la force mentale pour arrêter de fumer, tu vois. Bien sûr. Et là, moi, dans mon accident, c'est un peu pareil, tu vois. Ou d'autres personnes qui ont une leucémie ou un cancer ou quoi. Si le docteur leur dit, dans 6 mois, vous êtes mort, ces gens-là, qu'ils soient sportifs de haut niveau ou pas, elles vont chercher des ressources en elles qu'elles n'ont jamais été recherchées. Et cet instinct un peu, je dirais, animal qu'on a en tant que... Si on revient des années, des millions d'années en arrière, où pour manger, ils devaient chasser, tuer des animaux, et s'ils couraient pas assez vite ou s'ils n'étaient pas assez malins pour y arriver, ils étaient morts. Et aujourd'hui, je pense qu'on vit dans un monde où tout le monde est de plus en plus assisté, que ce soit par les par les smartphones ou par un GPS ou par d'autres fonctionnalités qui nous facilitent le quotidien. Et donc, peut-être qu'on réfléchit moins ou on va moins rechercher des choses en nous et tout ça fait que peut-être on oublie. Mais quand tu te retrouves face au mur, là... tout le monde redevient égaux. Tout le monde revient à zéro. Ouais, c'est ouf ce que tu dis. Je suis entièrement d'accord. J'ai une phrase que j'adore, moi, qui est un peu ma vision, c'est que c'est dans l'adversité qu'on forge le succès. Et quand tu te fous au mur, comme tu dis, en fait, tu découvres une force en toi que tu pensais pas avoir. En fait, ce que tu dis là, c'est incroyable. C'est ouf. Et putain, quel parcours. Et donc après, derrière, donc tu te remets à faire beaucoup de sport. Donc là, on a parlé de toute la rééduque qui est déjà une histoire c'est folle. déjà une histoire. Ouais, c'est ça, c'est fou. Tu dis que tu as eu plusieurs vies, c'est totalement ça en fait. Ça fait partie d'une des histoires. Grave, c'est un combat permanent du coup pour y arriver. Tu sors de là et donc après tu te remets dans le sport et tu rebats des records. Et comment ça t'est revenu justement d'avoir envie de refaire du sport, en sortant, j'avais 2 choix. Le premier, c'était soit prendre un job, travailler ou faire des études, ou l'autre qui était de potentiellement me reconstruire. Et moi, je me suis dit, malgré le handicap, je vais devenir une nouvelle fois un champion. Je veux prouver que ce qui m'est arrivé, c'est pas ça qui va me stopper dans ma carrière sportive. Pas motocross, mais sportive du coup. Et c'est là où je me suis dit, go, je me lance un challenge. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la natation, c'est un sport où je me sentais libre. Et donc, je me suis dit, allez, je lance mon dévolu dans ce challenge. Et l'objectif de performer aux Jeux paralympiques, c'était quelque chose qui m'a énormément animé. Donc, c'est un monde que j'ai découvert. J'ai découvert des personnes qui étaient bien plus handicapées que moi, et c'est là où on se rend compte que moi, mon handicap est léger peut-être par rapport à d'autres personnes. Et je peux être chanceux d'avoir une paraplégie incomplète, même si j'aimerais bien tout récupérer. Mais quand je vois d'autres athlètes nageurs handisport qui n'ont pas de bras, pas de jambes, même voire pire, et qui se battent au quotidien, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, finalement, moi, j'ai pas le droit de me plaindre, tu vois. Et donc, je me suis lancé ce défi en natation. J'ai découvert des gens, des super rencontres, et ça a été un rebond sportif, social. Enfin, c'était beaucoup de choses qui m'ont permis de me reconstruire dans cette nouvelle vie. Mais après, je voulais tourner la page parce que c'était une partie d'une autre vie encore. Et après la natation, c'était pas la chose que je voulais faire toute ma vie. C'était une page. Et après, en 2016, j'ai tourné la page pour justement, cette fois, aller sur mes conférences, intervenir en entreprise pour parler de toute cette résilience, cette motivation, cette capacité de faire face au changement qui, je pense, peut aider beaucoup d'entre nous. Et aujourd'hui, partager tout ça avec des collaborateurs ou le grand public via des podcasts comme le tien ou sur mes réseaux sociaux, c'est ce qui m'anime, et je pense qu'aujourd'hui il faut faire les choses qui nous animent. Donc voilà, ça a été une nouvelle page, et celle-là, je pense qu'elle va durer un peu plus longtemps. Donc là, tu fais encore des conférences, et en plus de ça encore, donc vraiment l'homme aux multiples vies. T'es reparti, comme tu disais tout à l'heure, à tes amours de motocross. Sport mécanique. Sport méca, ouais. Et là, après, du coup,
donc ton défi de l'année dernière, de 2020, tu disais, c'était faire le Paris-Dakar. Donc Ouais. c'est ouf ça. Le Paris-Dakar, donc c'est vrai qu'en 2016, j'ai tourné la page, 2017-2018, des interventions, partout dans le monde, pas que en France, une partie, mais la plupart à l'international, parce que je parle anglais, donc le but, c'est de partager au plus grand monde, et en fait, j'aime bien voyager et découvrir de nouvelles personnes et partager à d'autres peuples, d'autres cultures, tous ces messages. Et finalement, je me rends compte que c'est un peu comme moi, ma vie d'avant, si je peux dire, en moto. Tu sais, je voyageais beaucoup partout dans le monde. J'allais pour une compétition. Là, au lieu d'aller pour une compétition, je vais pour une conférence, mais qui finalement est un peu une compétition, sauf que je suis seul parce qu'il n'y a pas d'adversaire et je donne le meilleur de moi-même. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Mais je me suis dit, j'aimerais encore faire vivre aux gens d'autres défis que je m'anime, que je me lance, et notamment le défi de participer au Dakar en 2020. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas réaliser ce rêve que j'avais quand j'étais gamin, de le faire en moto, mais cette fois sur 4 roues, parce que la moto, ça reste compliqué par rapport à mon handicap. Donc, je me suis lancé ce défi en 2020 de participer au Paris-Dakar en SSV, en buggy, avec un copilote, où c'est moi qui allais piloter tout au long de ce rallye. Et j'ai nommé ce projet #JePeux2020, un projet qui a... je voulais qu'il résonne au-delà du défi sportif, un projet que je voulais qu'il résonne pour d'autres personnes, pour démontrer que rien n'est impossible et que les gens puissent s'identifier à ce projet. Et ça a vachement fonctionné. On a eu beaucoup de gens qui se sont lancés leur défi Je peux, à leur manière. Toutes sortes de défis, des entrepreneurs, des personnalités. Ça a été vraiment canon. Et finalement, en 2020, juste avant le Covid, je deviens la première personne au monde handicapée à avoir gagné une catégorie sur le Dakar. C'est monstrueux. Comment tu conduisais du coup parce que tu peux appuyer avec les pédales. J'ai adapté tout un véhicule. Ouais. Ça a été un travail de 2 ans où on a dû trouver des solutions pour que je puisse performer face aux valides. Je roule tout avec les commandes au pied, mais pas au volant. T'arrivais à appuyer du coup ? Ouais. Putain, c'est avec une attelle spécifique, etc. Ok. Beaucoup d'adaptations qui m'ont permis de performer dans un coin de la tête. Je savais que je pouvais le faire, mais j'aime pas arriver et dire que prétentieux que je vais gagner. Mais il y avait beaucoup aussi de questions, d'interrogations sur mon handicap. Le Dakar, c'est 15 000 km. C'est 15 000 km en 15 jours. C'est des étapes qui vont de 8 à 12 heures par jour, des conditions extrêmes avec des variantes de température qui vont de moins 5 degrés à plus 45 degrés, du sable, des dunes, des cailloux, on dort pas. On est, rien qu'un valide qui termine le Dakar, on l'appelle le héros. Alors imagine une personne invalide et qui gagne. Toi, t'es un super héros du coup. Donc c'était, et si on m'avait dit 10 ans auparavant dans un lit d'hôpital en Lettonie, là, dans les conditions de malade, Axel, tu feras le Dakar, tu gagneras. 10 ans après, je crois que j'aurais jamais cru. Et c'est trop drôle, tu me piques ma dernière question pour clore l'interview. Qu'est-ce que tu dirais à Axel, là, qui était dans ce lit d'hôpital en Lettonie ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui ? Je dirais que finalement, même si ta vie tournait autour de la moto, ce n'est pas terminé, quoi. Tu vas pouvoir vivre plein de choses, et puis c'est ce que j'essaie de transmettre à d'autres gens aussi. C'est pas parce qu'on a un échec, que ce soit professionnel ou que ce soit un accident ou que ce soit une relation amoureuse qui se termine ou des millions de choses qui peuvent arriver. C'est pas parce qu'on a cet échec que la vie s'arrête. La vie elle est normalement très longue et on peut se reconstruire, on peut trouver le chemin pour rebondir et j'aime bien dire, moi, chacun a sa propre définition de la résilience, et je dirais que ma définition de la résilience, je dirais que c'est l'art de savoir naviguer entre les torrents tel un poisson dans l'eau. Alors quand je dis ça, c'est que l'eau, une vague nous emmène, la vie nous emmène sur des endroits, et il faut savoir utiliser cette vague pour rebondir et non pas aller à contre-courant et vouloir forcer à revenir sur le passé. Donc voilà, ça je pense que c'est l'une de mes clés, et
que certaines personnes devraient utiliser. Le courant nous amène sur des choses, essayez de rebondir sur ces choses. Pourquoi la vie vous a emmené là ? Et je pense que ça sera plus simple que de vouloir nager à contre-courant absolument. Monstrueux. Voilà. Monstrueux, mec. Bon, enfin, merci beaucoup, Axel, pour ce beau témoignage hyper riche. Je le découvre encore une fois en même temps que les gens qui écoutent, donc c'est incroyable ce que tu me racontes. Merci. C'est pas fini. Il nous reste encore quelques petites minutes. On va passer maintenant aux questions pour la mention. Question pour la mention. Et la première question, Axel, c'est pour toi, c'est quoi les 3 plus grandes vertus à avoir dans la vie ? Alors, je dirais flexibilité, l'adaptation, flexibilité, ça, pour moi, c'est nécessaire. C'est dans ton ADN aujourd'hui. Voilà, et puis si quelqu'un est rigide à toutes sortes de au changement, il ne pourra jamais avancer. Après, je dirais être heureux dans la vie, parce que voilà, je pense que les gens ont parfois tendance à oublier que la base de la vie de chacun d'entre nous, finalement, en tant qu'être humain, c'est quoi ? C'est d'être heureux. C'est pas jeter son dévolu dans des choses matérielles, et parfois, malheureusement, on le fait. La base de la vie, c'est ça, c'est d'être heureux. Et chercher son bonheur. Ouais. Comment ? Chercher son propre bonheur. Chercher son bonheur, parce que c'est vrai que le mec, il peut avoir tout l'argent du monde à être heureux, en bonne santé, mais si il n'est pas heureux, c'est pas notre but en tant qu'être humain. Mm-hmm. Et la troisième, je dirais l'audace. Clairement. L'audace de se lancer des projets, de dire merde à certaines choses. L'audace de dire non à des gens peut-être qui a l'entourage familial qui influence peut-être des jeunes pour leur influencer peut-être des études qu'ils ne veulent pas faire ou des boulots qu'ils ne veulent pas faire ou de se marier avec des gens qui ne veulent pas ou j'en sais rien. Voilà, donc l'audace de dire merde. Stylé, j'adore. Voilà. J'adore cette fin. Trop cool. Survalider ces 3 vertus, Axel, excuse-moi, pardon. Axel. Attention, Oh là là. Alex, il est dans la salle d'à côté, c'est pour ça. Autre question, Axel. Est-ce que tu as un livre que tu aimerais partager, que tu as particulièrement aimé, ou une série Alors, un livre qui m'a marqué, je lis pas mal de livres. J'ai lu le livre du... Alors, malheureusement, j'ai oublié son nom. C'est une fille, c'est Louise, je sais plus comment. Mais bref, c'est une fille qui parle un peu de tout ce qu'on vient d'énoncer. Elle a eu un accident d'avion et du coup, elle voit la vie différemment aujourd'hui. Et en fait, grâce à cet accident, elle a découvert des choses qu'elle n'aurait plus jamais exploitées. Mais c'est un livre qui m'a marqué et plein d'autres. Après, je parle notamment j'ai lu des autobiographies, des biographies, notamment celle de Elon Musk, qui est un mec qui démarre de zéro et qui aujourd'hui va sur la Lune, qui va bientôt aller sur la Lune, donc qui envoie des fusées du moins, et ces témoignages-là m'ont inspiré énormément dans la vie en général, voilà. Et après un film qui m'a vachement inspiré, que j'aime bien, c'est Le Fondateur, le mec de chez McDo. Ouais, The Founder, c'est ça. Et lui, c'est l'exemple type du gars qui n'a jamais rien lâché, quoi. Je crois qu'il a réussi McDo seulement à 60 TD, je crois, plus de 60 ans. Mm-hmm. Et donc, ça veut dire que pendant 60 ans de sa vie, il s'est acharné à trouver une solution pour qu'il puisse réaliser son rêve, qui était, lui, son rêve, c'était de faire de l'argent et devenir millionnaire. C'était son rêve. Chacun a son rêve. Mais je veux dire, ça veut dire que voilà, faut jamais arrêter de croire en son rêve. C'est clair. Lui, c'est l'exemple même, quoi. Donc, donc voilà. Et puis une série, la mienne, bientôt qui sortira. Ah, très bon ça. Tu sors ta série ? Alors voilà. Oh l'exclu. Oh la grosse exclu. Dans normalement, c'est quelque chose qui va sûrement, je dis pas où et quand, mais une série sur. Trop bien, sur ta vie. Ouais. Trop bien. Tu peux pas dire sur quelle plateforme encore ? Non, Ok, d'accord. Bon, on suivra ça de près en tout cas. Mais très très bon. Un truc de fou, ouais. Ah ouais, hâte. Combien d'épisodes t'as le droit de dire aussi ? Non plus. Ok. Bon, déjà, belle exclue. Trop hâte de voir ta série. Trop stylé, Axel. Dernière petite question.
Toi qui as une vie bien remplie, si je puis dire, avec beaucoup d'objectifs, c'est quoi ton prochain objectif que tu t'es fixé ? Alors, mon prochain objectif de vie ou... Ouais, vie, pro, ce que tu veux. Est-ce qu'il y a un objectif là, tu te dis, putain, il y a la fin d'année ou je sais pas quand, là, j'ai envie d'atteindre ça là. Si je te dis un truc, tu vas rigoler. Vas-y, j'adore. D'être heureux. c'est un putain de bel objectif. Ça, c'est mon objectif, on va dire. Voilà, c'est un ouais, objectif de vie, quotidien. bien sûr. Mais après, j'ai d'autres objectifs. C'est notamment de faire le Paris-Dakar pour toutes les années à venir, mais de monter de catégorie, gagner la catégorie Rennes, et en plus sur un véhicule à énergie renouvelable, parce que je suis conscient des enjeux environnementaux. Je vais faire partie de cette première génération de pilotes à initier ce mouvement, et je veux engager un projet qui va s'appeler #GoGreen2024, pas qui va s'appeler, mais qui s'appelle parce qu'on y est déjà. Okay. Un projet qui associe handicap, performance et environnement. Donc voilà, c'est l'objectif là pour les 4 années à venir. Eh ben putain, magnifique. C'est tout ce qu'on souhaite, mais vu ce que tu as déjà accompli depuis 10 piges et même avant, j'ai pas trop de doutes sur la réalisation. Faut toujours se remettre en question, donc on sait pas, mais en tout cas, je fais tout pour y arriver. Tu parlais beaucoup d'humilité tout à l'heure, t'as entièrement raison, clairement. Eh ben écoute Axel, trop stylé. Dernier petit rituel aussi de fin, est-ce que tu arrives à me résumer ce qu'on s'est dit depuis 35 minutes en genre une phrase, genre ta punchline de fin là? Boum. Celle du début, je dirais un échec, un accident de la vie ne serait-ce pas la chance de notre vie. Je pense que ça résume tout. Voilà. C'est ça. Et bah franchement Axel, un grand merci pour ce témoignage, pour ton temps. C'était génial. J'espère que ce podcast inspirera énormément de gens comme moi. J'aurais peut-être voulu l'avoir quand j'étais dans mon lit d'hôpital, ou pour d'autres personnes qui ne croient plus en la vie. Je pense que ça va être full gratitude à la fin et grosse claque dans la gueule, comme j'aime bien dire. Clairement, ouais. Franchement, merci. Tout le meilleur pour toi pour la suite, Axel. Ça marche. Et puis à bientôt. Ciao. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. N'hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi, parce que clairement, le bouche-oreille, c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram, Phoenix Podcast, ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre 1 minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff.